mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le débrief de la 19e étape du Tour de France. Ça y est, les Alpes, c'est terminé. L'arrivée à La Plagne et la victoire de Thymen Arensman. Tadej Pogacar file vers le maillot jaune et la victoire finale à Paris. On va débriefer cette étape de La Plagne et les 2 jours dans les Alpes avec Lohan Benati du journal Sud-Ouest qui est avec moi. Salut Lohan. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Écoute, une dernière étape alpestre très courte, sans énorme enjeu pour le général. Et à la fin, c'est quand même un très grand Thymen Arensman qui gagne et qui a résisté jusqu'au bout au retour des favoris pour s'offrir une magnifique deuxième victoire d'étape au sommet. Ouais, alors, étape qui a été raccourcie. Au moment où on a enregistré le podcast hier soir, on n'avait pas encore l'information que le col des Saisies était squeezé en raison d'un problème sanitaire. L'abattage d'un élevage bovin avec des problèmes sanitaires autour et le passage de la course et de la caravane avec tous les suiveurs dans le col des Saisies pouvait présenter des problèmes au niveau sanitaire avec derrière une étape au total de 93 kilomètres et quand même une étape rythmée. Après, Lohan, j'ai l'impression qu'ils ont fait avec les forces qui restaient un peu tout le monde. Ça s'est un peu bagarré, notamment dans le col du Pré. Bon, derrière, une fois que les UAE avaient décidé de laisser filer à peu près personne, le sort était scellé un peu pour les potentiels échappés qui pouvaient aller au bout, quoi. Ouais, bien sûr, c'était déjà une étape très courte avec 130 km. Là, c'est devenu une étape très très courte. On se doutait que certains pouvaient peut-être éventuellement la faire à fond, en parlant des mecs en forme dans le top 15-20 du général, mais elle a mis du temps à partir quand même, cette échappée. On a vu Jonas Abrahamsen un petit peu au début, mais bon, on a vu qu'il y avait quand même peu de coureurs motivés ou en jambes pour la prendre. Rapidement, tu vois Roglic, Lenny Martinez qui s'isole dans le col du Pré, Valentin Paré-Peintre qui les rejoint dans un second temps au sommet. Et puis, comme tu le dis, on a très vite vu que UAE et Tadej Pogacar voulaient cette étape, maximum 1 minute pour l'échapper, pas plus. Et donc en haut du cornet de Roseland, après l'enchaînement du col du Pré, alors il doit y avoir une trentaine de secondes, je crois, en haut du cornet de Roseland. Et puis Roglic qui lâche nos 2 Français dans la descente, qui se retrouve tout seul dans la vallée et avec une vingtaine de secondes dans la vallée, il se fait reprendre au pied de la montée finale. Et c'est vrai que l'échappée n'a jamais trop espéré, malheureusement pour Primož qui a tout tenté pour aller chercher ce podium. Ouais, alors tout tenté, on en parlera. Moi, dans le carnet de notes des Alpes, j'ai un petit peu à dire sur la Red Bull et Roglic. Je sais, on en a discuté en off un petit peu avant le podcast, c'était pas trop d'accord avec moi, mais il y aura de quoi discuter, ça va être sympa. En ce qui concerne l'étape, on a d'abord eu le traditionnel défilé des Lidl Trek pour assurer les 20 points au sprint intermédiaire pour le classement par points maillot vert de Jonathan Milan. Ça c'est fait. La bataille, tu l'as dit, dans le col du Pré avec Lenny Martinez qui a pris quelques points pour la montagne au sommet du col du Pré et du cornet de Roseland. Il fait une étape pas si mal que ça, Lenny Martinez au final, parce qu'au classement de l'étape, il fait 11e quand même. C'est le 2e français de l'étape derrière Valentin Paré-Peintre, donc intéressant pour le français de la Bahreïn Victorious. Surtout par rapport à hier où il était assez mal et il s'est complètement relevé. Il a fini avec Milan et Merlier. Là, il s'est accroché, fini 11e. C'est à noter, Ouais, c'est vraiment pas mal. Il s'est bien repris. Après, la montée finale vers La Plagne, Thymen Arensman a été le plus intelligent. Il avait déjà été vers Super Bagnères. Il nous a refait le coup, mais là, il a refait le coup en étant dans le groupe maillot jaune et en réussissant à s'extirper de ce groupe des favoris pour l'emporter. Je trouve que ça rend sa victoire encore plus belle que dans les Pyrénées. Totalement. Il a essayé un peu en début d'étape, mais il n'a pas réussi à prendre le bon coup. Et puis il se trouve que, comme tu dis, à 15 km de l'arrivée dans la montée finale vers La Plagne, c'est le seul finalement non membre du top 10. C'est le seul coureur hors top 10 qui est encore dans le coup avec les favoris. Et c'est lui qui tente à 14 bornes de l'arrivée. Il en met une, il se fait contrer par Pogacar et Vingegaard qui suit. Mais à partir de là, les deux se marquent un peu. Ils décident de s'envoler. Ils sont restés à quoi, une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Il y a eu
en bénéfice Thymen Arensman. Puis Ouais. vers la fin, ça bougeait pas trop derrière. Ça a commencé à accélérer. Pogacar en a mis une petite. On s'est dit que ça allait être compliqué. Lipovic, Oesterhorn se fait lâcher. Lipovic se met à rouler. Il a plus qu'une quinzaine de secondes à la flamme rouge. Là, on se dit que quand ça va partir, ça va être fini pour lui. Il va les voir passer comme des avions. Mais en fait, non. Il a réussi à tenir avec beaucoup de résilience, comme lors de sa victoire à Super-Bagnères. Jonas est parti beaucoup trop tard, à 250-300 mètres de l'arrivée. Ils sont venus mourir à quelque chose d'encablure. Mais la force dégagée par Thymen Arensman pour aller chercher une deuxième victoire sur ce tour. On sait à quel point c'est compliqué d'aller gagner sur ce Tour de France. Il part en claquer deux. Franchement, bravo, rien à dire. C'était vraiment l'un des plus forts aujourd'hui. Ouais, complètement. Le Néerlandais qui fait vraiment, au final, un très bon Tour de France, 2 victoires d'étape. Il est 12e au général à la sortie des Alpes. Il sauve un peu le Tour des Ineos qui ont franchement pas été au niveau. Alors, non, je suis un peu dur. Là, je suis un peu dur parce que c'est vrai qu'avec Axel Laurens, ils ont été offensifs, avec Axel Laurens Ouais. et Thymen Arensman. Mais c'est vrai que, bon, voilà, ça vient quand même sauver un peu ce Tour de France dans le sens où il y a très peu d'équipes qui gagnent des étapes. Et là, ils gagnent 2 étapes de montagne. Franchement, une dans les Pyrénées, une dans les Alpes. C'est top. Et d'ailleurs, l'image, alors derrière la ligne d'arrivée, c'est Tadej Pogacar qui a failli se faire plaquer par un membre de l'organisation de la sécurité après la ligne d'arrivée. On sait que, alors, je crois qu'il se dirigeait vers Thymen Arensman qui s'était écroulé après la ligne d'arrivée. Il essaye de faire un Ouais, peu la c'est police ça. pour qu'il n'y ait pas trop de monde qui s'agglutine après la ligne. Mais bon, il a failli plaquer Tadej Pogacar qui s'est retrouvé totalement arrêté. Donc, on a failli voir une petite scène un peu cocasse après la ligne. Est-ce que toi, la montée de la Plagne est un flop? Je m'explique dans le sens où, sous la pluie, avec les forces qui restaient, on n'a pas vu tant d'attaques que ça. Oui, oui, bah, c'est un petit peu décevant, comme souvent les derniers cols dans ce Tour de France. On a souvent des premières moitiés d'étape très animées, et puis vers la fin, c'est vrai que beaucoup de favoris qui se marquent. Un Pogacar qui est moins offensif qu'on a pu le connaître précédemment ou dans les Pyrénées, peut-être un petit peu plus en gestion. Moi, je suis quand même un peu surpris quand même de la tactique des Visma. Alors, on sait très bien que la victoire finale dans le Tour, alors au moins depuis hier et la Madeleine, voire les Pyrénées. Ça serait très compliqué, voire terminé, mais au moins aller chercher une étape, quoi. Quand on s'appelle Jonas Vingegaard, je pense qu'on a envie de marquer ce Tour de France de son empreinte. On a vu que quand il a accéléré, il était quand même assez pas facile, mais il était en jambes. Ils auraient pu rattraper un Redsman s'il aurait vu, et puis après ça se joue au sprint. Voilà, il est parti à 300 mètres. C'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre. Et puis après, derrière, on avait Only et Lipovic, voilà, qui ont réussi à s'accrocher. On avait les 4 plus forts, en fait, de ce Tour de France. C'est clair, c'est net. Et Only qui a donc décroché vers la fin, Lipovic, il avait plus qu'à assurer le tempo pour faire coup double, hein. Podium et maillot blanc qui sont quand même bien partis pour lui. Donc ouais, je suis un peu déçu. Alors surtout de Vingegaard, j'ai envie de te dire, surtout de Vingegaard, parce que derrière, c'est vrai qu'ils avaient pas beaucoup intérêt ils étaient surtout en défense quand même de général. Cette étape, c'était beaucoup une défense de place générale. Et on a vu les Uno-Hits rouler sur Kevin Vauquelin. On a vu Félix Gall Oui. aussi rouler sur Roglic. Donc ouais, je suis quand même déçu. Enfin, je suis surtout déçu de Vingegaard aujourd'hui. Bon, écoute, je suis un petit peu d'accord avec toi. Après, pour Tadej Pogacar, il est sur la défensive depuis la dernière étape des Pyrénées. Finalement, une fois qu'il avait assuré le coup dans Otakam et à Peyragudes, il y avait ces 4 minutes d'écart au général et il y avait plus grand-chose à faire pour lui. Pour assurer, il a donné des cadeaux, en fait. Il y a aussi ça. Aujourd'hui, c'est un cadeau que fait Pogacar à Arensman aussi, parce que s'il avait vraiment voulu au train se faire mal pour revenir sur le Néerlandais et gagner l'étape, il l'aurait fait. Il s'est mis, alors je sais pas s'il est en zone 2, on connaît ses entraînements en zone 2, c'était peut-être plus de la zone 3, fond de zone 3 pratiquement, zone 4, on peut difficilement dire que c'est de la zone 2 à cette difficulté dans la montée de la plaine sur le Tour de France, mais c'est un train qui a fait craquer Oscar Hindley qui est, moi je le sentais vraiment très très bien, et puis le train de Pogacar a été trop fort. Donc au final, après oui, tu as parlé de Kevin Vauquelin, ça va être le dernier nom dont on va parler avant de passer au quart des notes des Alpes sur cette étape-là. Kevin Vauquelin, je dis pas que c'était un peu l'étape de trop, mais comme d'habitude, il a tenté de limiter la casse. Il termine 17e de l'étape à 6 minutes 18 au final à la Plagne. Avec le boomerang de Roglic, il se fait doubler par Johannessen, mais il double Roglic au général, donc il reste 7e. Bon, voilà, je dis pas qu'il pouvait faire mieux,
Je dis pas qu'il pouvait faire pire, il est à sa place. Ouais, totalement. Faire mieux, je pense que c'était compliqué. Sans surprise, cette troisième semaine, elle est quand même longue pour lui. Sans surprise aussi, les Alpes sont beaucoup moins roulantes que les Pyrénées, donc conviennent peut-être un petit peu moins à ses qualités. Mais 17e, quand on voit au moment où il se fait lâcher, comme hier en fait, assez tôt dans l'étape, on se dit oulala, ça va être compliqué pour lui. On a même peur de Ben Illy qui est à 9 minutes derrière. Mais non, non, il craque pas. Il a Garcia Pierna, il a Ewen Costou avec lui qui font un boulot remarquable. Il a eu aussi l'aide Monstrueux. de Clément Berthet dans les derniers kilomètres, le français de Decathlon G2R. Mais ouais, il s'accroche. On voit que mentalement, il prend du plaisir, quoi. Ça se voit, il s'accroche, il craque pas, il est là au contact. Même quand il est tout seul dans la vallée, il maintient l'écart. C'est vraiment admirable ce qu'a réussi à faire Kevin Vauquelin, 7e. Moi, je pense qu'il est à sa place. Voilà, je pense que faire mieux que ça, c'était difficile. Le top 5, très compliqué. Peut-être essayer d'attraper Johansen, mais bon, qui est quand même un meilleur grimpeur aussi que lui. Donc, Oui, non, oui. franchement, chapeau à ce qu'a fait Kevin Vauquelin, qui continue, je pense, de se surprendre et de nous surprendre chaque jour un petit peu plus. Et il compte 2 minutes 55 sur Roglic, hein, devant Roglic. Alors je dis qu'il est à sa place. Je pense quand même que si Roglic court réellement intelligemment, il est 8e du général, Vauquelin, Bien sûr. et il peut pas faire mieux. Bon voilà, il y a le craquage de Roglic qui fait qu'il reste 7e. Tant mieux pour lui, ça fera une très très belle place. C'est le record un peu sur ce Tour de France pour l'équipe Arkea, l'histoire de l'équipe Arkea. D'ailleurs, il y a un article dans l'équipe disant que Kevin Vauquelin chez Ineos, c'est peut-être Ouais. pas si fait que ça. Parce que notamment, il y a l'affaire d'un membre du staff d'Ineos en relation avec, il me semble, l'affaire Aderlas dans le passé qui est ressortie. Et ça a un peu refroidi, Kevin Vauquelin parce que ce membre du staff de l'équipe Ineos, j'ai plus le nom en tête, mais était encore présent sur ce Tour de France et il a dû quitter le Tour de France un peu à la demande de la direction de l'équipe pour ne pas trop ternir l'image de l'équipe un peu plus qu'elle ne les ternit. Et Kevin Vauquelin se dit bon ben. Après, est-ce que aussi un sponsor arrive et dit ben moi je mets de l'argent mais seulement c'est Kevin Vauquelin reste dans l'équipe. Ça peut être ça aussi le deal, hein, pour Emmanuel Hubert s'il arrive à trouver un sponsor. Le sponsor, enfin c'est compliqué pour Emmanuel Hubert de se dire faut que j'aille à la recherche d'un sponsor, mais le gars qui me fait 7e du Tour de France, il va plus être dans mon équipe. Ben c'est compliqué pour aller démarcher un sponsor. Le sponsor potentiellement qui peut arriver pour sauver l'équipe Arkea BNB Hotel, il peut arriver et poser ses conditions en mode bon, on vient, on met l'argent, on sauve l'équipe, mais on veut Kevin Vauquelin pour l'année prochaine. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, il y a cette donnée. Ce qui est sûr, c'est que ça serait forcément un atout de choix pour Manu Hubert d'avoir cette carte Kevin Vauquelin pour aller démarcher des éventuels futurs partenaires. Après, il s'est bien expliqué là-dessus. Manu Hubert, il a dit le projet Arkea ou le projet de notre équipe, c'est pas le projet de Kevin Vauquelin. Kevin fait partie de ce projet, mais le rôle aussi de l'équipe de Manu Hubert, qui connaît le vélo comme sa poche, c'est aussi de former des jeunes français, des jeunes peut-être aussi étrangers. Donc Kevin Vauquelin. Donc Kevin Vauquelin, voilà, qui a explosé littéralement sous le maillot Arkea. Donc voilà, ils vendent plutôt ce projet-là aux partenaires, cette aventure humaine, cette relation de confiance aussi, plus que des projets basés sur un seul coureur qui, on le sait parfois, peuvent aussi être un peu casse-gueule, quoi. Oui, bon, après, on sait très bien que dans les négociations, le gars qui veut mettre de l'argent, il veut quand même qu'il y ait une tête de gondole. Ça, c'est sûr. Et Kevin Vauquelin, avec ce qu'il vient de faire sur le Tour de France et son potentiel dans le futur, il peut être cette tête de gondole. Là, Je pense, Loan, qu'on a bien débriefé. ouais, Oui, non, tu voulais juste rajouter la un très truc. bonne nouvelle pour Arkea et pour Manu Hubert, enfin, la future pour l'équipe actuelle Arkea, c'est que Kevin Vauquelin n'est pas fermé à une éventuelle prolongation. Et ça, c'est clairement une super nouvelle. Exactement, tu as bien raison. Je pense qu'on a bien débriefé cette étape de La Plagne. Bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. On a fait plus, notamment hier, sur l'étape du jour. Et c'est 5500 mètres de dénivelé hier jusqu'à Courchevel, au sommet du col de la Lose. On va un peu ouvrir notre carnet de notes des Alpes, donner un peu nos tops, nos flops, nos déceptions, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on aurait mieux vu. Par contre, on commence, Loan. Est-ce qu'on descend, dans le classement général? Est-ce que tu veux le faire comme ça, plutôt que faire top et flop? Ou alors, on fait nos tops et après Ouais, nos flops? Je te laisse choisir. on peut commencer par les tops, ouais. On commence par les tops. Alors, dans les tops,
de ce classement général, malheureusement, entre guillemets, comment ne pas mettre Tadej Pogačar dans les flops, dans les tops, tu vois, le lapsus. Alors, le lapsus, pourquoi? Parce que Tadej Pogačar, en fait, top, parce que c'est clairement le plus fort, il a été au niveau, mais le lapsus flop, pourquoi? Parce qu'il a été totalement sur la défensive, et je sais pas, c'est un top, mais tu vois, nuancé, je sais pas quel est le plus respectueux entre tout gagner et laisser des cadeaux aux autres. Le problème, c'est que s'il avait Je te gagné, pose la s'il question. avait gagné 7 ou 8 étapes, qu'est-ce qu'on aurait dit, tu vois? Ben, Ça aurait été, on imagine un petit peu les débats, et ce qui aurait été dit là-dessus. Moi, je suis pas mécontent qu'on voit un petit peu d'autres coureurs gagner. on l'a déjà depuis les Pyrénées. Bon. Pardon? Ce débat, on l'a à chaque fois au mois de juillet parce que, après, on l'a tout le reste de l'année parce que ceux qui suivent le vélo le reste de l'année voient Tadej Pogačar de février à octobre. Ouais. Ceux qui se découvrent passionnés du Tour de France, du cyclisme pendant le Tour de France ouvrent ce débat à chaque fois en plein mois de juillet. Bon, voilà. Oui, bien sûr. Après, du coup, son avance sur Jonas, il a construit sur 2 étapes, c'est-à-dire sur le contre-la-montre et au Takam. Voilà. Après, moi, je l'ai trouvé. Plus contre-la-montre de Peyragud. Ouais, tout à fait. Je pense qu'avec la perte de João Almeida aussi, il a quand même bien géré. On a vu des équipiers assez présents, même si aujourd'hui, il était quand même rapidement esselé. Moi je trouve qu'il a bien géré Visma. Peut-être que lui non plus n'a pas compris la tactique, mais je trouve qu'il a quand même bien réagi, sans surprise après. Il a maintenu son avance, il a toujours le rapide du temps, il a jamais donné l'impression d'être en difficulté. Donc c'est des Alpes bien négociées, sans surprise, j'ai envie de te dire, de la part de Pogačar. Quel top tu as, toi? On a parlé un petit peu des Français. Je pense que on les attendait pas à ce niveau-là, hein. Vauquelin et Jordan Gégat qui finit quand même ce tour. On va se rejoindre. Ouais, sur un très beau, mais un petit peu aussi malheureux top 11. Ils nous ont quand même impressionnés. Jordan Gégat qui fait encore une très très belle montée aujourd'hui, même si hier il disait que c'était quand même compliqué. Il est 14e à 5,50. 11e, je pense que c'est inespéré pour Total Energy. En plus, il a été élu combatif de la 2e semaine. Vauquelin, on en a parlé, hein, c'est assez exceptionnel de Français comme ça au niveau pas des tout meilleurs, mais pas loin, en haute montagne sur la plus grande course du monde. C'est quand même c'est remarquable. Surtout que c'est pas les 2 plus grosses équipes françaises, celles qu'on attendait spécialement au tournant. Donc un grand bravo à Vauquelin Gégat et plus globalement à Arkea et Total. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'allais en parler des Français, donc je vais pas faire plus que tu ne l'as dit. On a déjà parlé de Kevin Vauquelin tout à l'heure. Jordan Gégat, moi j'en parle depuis le début du Tour de France et on l'avait eu en interview avant le Tour de France. À la sortie du Dauphiné, j'avais dit à François Pierre, attention, Jordan Gégat, top 20 du Tour de France, tu verras, il est capable de le faire. Au final, il est largement top 20 du Tour de France. Il est top 11, le fameux top 11 qu'aime bien Jackie Durand et Steve Chenel sur Eurosport. Oui, Jordan Gégat. Et en fait, c'est bête, mais j'ai limite un brin de frustration par rapport à l'étape d'hier où il veut tenter d'aller dans l'échappée pour, encore une fois, être offensif, être à l'avant, avoir un coup d'avance. Bon, au final... En fait, j'ai pas de déception. Je dis j'ai une petite déception, mais j'ai pas de déception parce que Ben O'Connor était vraiment très très fort hier. Et ça fait partie aussi des tops pour moi de ces Alpes. Ben O'Connor, Thymen Arensman, les 2 vainqueurs d'étape. Forcément, parce que Ben O'Connor et Thymen Arensman, c'est aussi la victoire des neurones. Il y a la jambe, mais c'est la victoire des neurones. Ils ont été très intelligents et ils ont été les plus malins dans des moments de course où il fallait l'être. Ben O'Connor, dans cette vallée de la mort entre la Madeleine et la Lose, c'était n'importe quoi hier. Et Thymen Arensman, dans le groupe de favoris, dans la montée vers la plagne, il fallait vraiment, vraiment être très intelligent à ce moment-là. Et voilà, on parle des cadeaux de Tadej Pogačar, ouais. Mais les cadeaux, il faut savoir les chercher aussi. Ah oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a 2 beaux vainqueurs sur ces 2 étapes alpestres, 2 beaux vainqueurs, 2 vainqueurs très très malins qui ont pas du tout volé leur victoire, même si je pense qu'on en parlera du spectacle pour le général dans nos flops. Mais c'est vrai qu'en tout cas en termes d'échappée, il y a pas de vainqueur au rabais. Il y en a généralement pas sur le Tour de France, mais encore moins sur ces étapes-là. Ben O'Connor et Arensman qui d'ailleurs
trop joué le général, du moins après la première ou la deuxième semaine, se retrouve 10e et 12e. Donc ça prouve aussi que c'est quand même de très très longs coureurs. Ouais, exactement. Mais c'est des vrais coureurs de grand tour. Ben O'Connor, il fait encore deuxième de la Vuelta et quatrième du Giro l'année dernière. Thymen Arensman, c'est quelqu'un qui est régulièrement dans les top 10 des grands tours qu'il participe. Bon là, en étant un peu largué au général d'entrée, il fait 12e au final de ce Tour de France. Au soir de la première étape à Lille, il est 135e du général. Voilà, au sort du premier contre-la-montre à Caen, il est 83e du général. Au sort de la première semaine, alors on va dire plutôt au matin de la dernière étape de la première semaine au Puy-de-Sancy, parce qu'il prend l'échappée et la deuxième place au Mont-d'Or derrière Simon Yates. Après Châteauroux, après la 9e étape, il est 47e du général. Ouais. Et puis il fait une incessante remontée au général, parce que entre les Pyrénées et les Alpes, il fait 25, 24, 23, 23, 16, 16, 14, 13, 12 pour arriver à la 12e place du général après cette victoire à La Plagne. Donc tu vois, il fait deux victoires d'étape et une deuxième place pour Thymen Arensman. Je serais pas loin de le mettre combatif de la 3e semaine, et je serais peut-être pas loin de le mettre aussi super combatif du Tour de France. Voilà, pour son... Je sais qu'aujourd'hui, Primož Roglič devait être le combatif, c'est à lui que ça a été donné. Bon, voilà, on parlera de Primož Roglič juste après, mais je serais pas loin de penser qu'avec ses nombreuses échappées en montagne et sa manière de s'accrocher, alors non, il y a Thymen Arensman, mais il y a Ben Hill. Pour moi, ça se jouera entre les deux. Oui. Parce que dans les tops, bon, il y a aussi Ben Hill, voilà. Il y a aussi Félix Gall que je mettrais, qui a été lui aussi très bon et très régulier dans ces Alpes. C'était clairement l'un des plus forts sur ces Alpes. Et j'ai un peu blagué, je me suis un peu foutu de la tête des Décathlon AG2R avec leur plan dans les Pyrénées, leur manière à un moment donné de relayer les UAE où j'ai pas du tout compris. Mais Félix Gall a vraiment été très 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 bon dans les Alpes. Il fait 5e du général pour la Décathlon AG2R. Et quand on sait le projet futur de la Décathlon AG2R, avec le projet Paul Sexas Tour de France d'ici 2030, c'est une très bonne nouvelle pour eux de faire 5e au final. Oui, surtout que après la première semaine ou la deuxième semaine, il est quand même assez loin. Félix Gall, il est pas trop dans le coup au général, et puis il arrive petit à petit à se mettre au niveau. Et comme tu dis, pour arriver au top en 3e semaine, et c'est clairement l'un des plus forts. Il n'a pas du tout volé son top 5, même s'il a quand même été bien aidé aussi par le panache de Primož Roglič. Aujourd'hui, il s'est absolument pas mérité. Il a été encore super bien entouré aujourd'hui. Je crois qu'il y a eu du Clément Berthet, il y a Aurélien Paré-Peintre aussi qui l'a longtemps accompagné. Bruno Armirail qui était devant aujourd'hui aussi. Qui a essayé. Quel écraseur de pédale, lui. Ça c'est clair. Mais ouais, donc c'est quand même un beau tour aussi pour la Décathlon AG2R. Ça va peut-être pas très très bien commencer, mais franchement chapeau à Félix Gall pour ce magnifique top 5 quand on voit les 4 coureurs qu'il y a au-dessus de lui, qui étaient clairement les 4 plus forts aujourd'hui. Voilà, là, je pense que là aussi, il n'y aura pas de regret pour Décathlon. Et pour terminer les tops, Oscar Only prend rendez-vous pour le futur. Il va faire 4e du classement général. Il a craqué dans la roue d'un Lipovitz qui est aussi parmi les tops. Mais alors, je vais mettre les Red Bull Bora dans les flops. On va en parler dans quelques instants. Donc, je vais parler de Lipovitz. En bref, il assure. En fait, il est réellement dans la cour des grands. Je ne vais pas dire des très très grands parce qu'il y a quelques mutants au-dessus de lui, mais il rentre maintenant dans la cour des grands et dans la cour de ceux qui vont compter dans les années futures. Et ça ne m'étteindrait pas de voir un Florian Lipovitz leader, par exemple, sur un Giro l'année prochaine. Après, il y a des leaders à Red Bull l'an prochain, avec la signature probable de Remco Evenepoel. Si Remco Evenepoel arrive chez Red Bull Bora, ça ne m'étonnerait pas de voir Remco Evenepoel leader sur le Tour de France et Florian Lipovitz leader sur le Giro. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Tu as aussi du Jay Hindley, tu as aussi du Giulio Pellizzari qui a terminé 6e du Giro cette année. Tu as Primož Roglič qui même si je pense que ça va être compliqué dans le futur pour jouer les classements généraux, mais il y a quand même il y a des leaders, il y a la petite pépite Pellizzari, Jay Hindley qui est un coureur référencé, donc il y a quand même du monde pour on va dire contester peut-être Ça sera peut-être le moment aussi pour Giulio Pellizzari de faire le saut vers le Tour de France. Ouais, alors là il faudra voir pareil là, au niveau de la hiérarchie de l'équipe, mais je suis pas sûr que Remco ait beaucoup plus d'assurance à très haute montagne sur 3 semaines que Lipovitz aujourd'hui par exemple, tu vois. Tu as raison, tu as entièrement raison. Et d'ailleurs c'est quand même très inégal quoi. On sait jamais trop à quoi s'attendre et peut-être que en tout cas Lipovitz sur ce Tour de France là, il a montré à quel point il était régulier quoi. Tu as raison, et on n'oublie pas que Lipovitz a terminé devant Evenepoel au Dauphiné. On ne sait pas non plus
On ne sait pas non plus quelle suite Remco Evenepoel va donner à sa carrière. Est-ce qu'il veut se concentrer sur les classements généraux de Grand Tour ou est-ce qu'il veut jouer au coup par coup maintenant? On verra bien. On a parlé des tops. On va passer au flop. Et tu sais quoi, tant qu'on parle des Red Bull Bora, eh ben, je vais continuer sur les Red Bull Bora parce que pour moi, c'est le grand flop de ces Alpes. Mais tu sais quoi, je vais dire le grand flop et je vais le nuancer en même temps parce que Lipovic, ok, il fait troisième de ce Tour de France. Mais le sens tactique des Red Bull Bora, ils sont dégueulasses. Je suis désolé pour le mot. Roglic, bon, ok, on a compris, il s'en foutait complètement. Il allait en mode kamikaze dans ces Alpes-là en étant à l'avant. Il prend boomerang terrible derrière. Il fait huitième, il glisse, il perd 3 places au général sur l'étape de la Plagne. Mais Lipovic, hier, vers la Lose, il peut perdre beaucoup, il peut perdre énormément. Quand je vois qu'il se retrouve à deux à un moment donné dans la vallée, que ça collabore pas, ok, il y a Pogacar et Vingegaard, mais Oscar Onley est lâché, mais à Roglic et à Lipovic, il faut y aller. Il faut rouler ensemble. Lipovic, moi je vais continuer à l'appeler le poulet sans tête, parce que c'est un poulet sans tête. Lipovic, l'Allemand, je suis désolé, il n'a pas de cerveau. En tout cas, il n'a pas de sens tactique. Il l'a montré sur le Dauphiné en étant toujours à contre-temps. Là, dans la Madeleine, encore hier, il est un peu à contre-temps avec son retour sur Pogacar Vingegaard, qu'il a payé dans la foulée, dans la descente. Il tente de revenir, mais il ne sait pas descendre. Il descend avec la main sur les cocottes de frein. Bon, voilà. Et ensuite, il va tout seul dans la vallée, sans revenir ensuite dans la Lose sur O'Connor et Ener Rubio. Bon, en fait, voilà, je fais un pavé sur les Red Bull Bora, mais tactiquement, ça va très proche des Movistar. Franchement, je ne sais pas ce que tu en penses. On en a discuté un petit peu, je te trouve un peu dur et je vais être un petit peu plus nuancé. Effectivement, je pense que l'erreur, effectivement, comme tu l'as dit, majeure de Lipovic, c'est de sortir à contre-temps hier dans la vallée, derrière O'Connor et Rubio, je crois. Ça a été... Et avec Jorgensen aussi, qui était sorti. Ouais, tout à fait, avec Jorgensen à 3. Je pense que ça a été l'erreur principale, ça aurait pu lui coûter très très cher hier, podium plus maillot blanc. Finalement, il a réussi quand même à limiter la casse. Moi, je trouve quand même que ça a été une belle révélation, Florian Lipovic, sur ce Tour de France. C'est pour ça que je te trouve un peu dur en disant que la Red Bull flop parce que... C'est pour ça que je parle plus de la Red Bull Bora que de Florian Lipovic en lui-même. Parce que Florian Lipovic, oui, s'est réellement révélé sur ce Tour de France et sur cette année. Alors, on aurait pu effectivement s'interroger sur la relation Lipovic-Roglic. J'ai pas l'impression que Roglic ait énormément donné de coups de pédale pour Lipovic, mais hier, par exemple... Oh, si, un petit peu. Là t'es dur, par contre, sur ça. Ouais, bon. Dans le Mont Ventoux, c'est lui qui se décroche tout seul, Roglic, pour travailler pour Lipovic. Voilà, il a quand même pas mal aidé sur ce Tour de France. Ouais, de toute façon, la hiérarchie était quand même assez claire au sortir des Pyrénées, mais il s'est à chaque fois accroché. Il s'est imposé comme le troisième homme en montagne derrière les deux aliens, même au-dessus de Only. On l'a encore vu aujourd'hui. Donc, non, moi, je mettrais plutôt quand même Lipovic côté top. Plus globalement, la Red Bull, effectivement, il n'y a pas de victoire d'étape. Donc, ça peut être une petite déception parce que vu comment Roglic était en forme sur cette troisième semaine, on pouvait penser, même si c'est pas encore fini, qu'avec sa pointe de vitesse, il pouvait pourquoi pas aller en claquer une. Mais moi, je trouve que c'est pas si mal senti ces deux coups. Tu vois, hier, si les Visma font pas un coup sorti de je ne sais où, il peut arriver avec pas mal d'avance dans un groupe d'échappés. Et dans ce cas-là, s'il revient à proximité du podium, on crie presque au génie. Et aujourd'hui, si Pogacar ne roule pas et ne maintient pas une minute entre l'échappée et le peloton, si l'UAE ne roule pas, pareil, tu te dis qu'il n'arrive pas avec 2-3 minutes au pied de la montée. C'était un scénario possible. Je pense qu'il a tout tenté pour avoir le podium. Lui, faire 5e ou 8e, à mon avis, s'en fiche un peu. Mais je tiens plutôt à saluer le panache de Roglic aujourd'hui. Et comme tu dis, à mon avis, il aurait quand même mérité le combatif de la journée, même si Arensman l'a pas volé. Mais aujourd'hui, voilà, tout jouer, tout donner pour le podium au risque de perdre son top 5, je trouve que c'est quand même... voilà, ça aurait mérité une petite récompense. Ouais, c'est du panache, mais... Oui, ok, bon, il est parti en kamikaze, mais d'ailleurs, c'est peut-être la présence de Roglic devant qui a condamné l'échappée aussi, parce que quand tu as un coureur qui est placé comme ça au général, même si tu vas me dire, il était à un quart d'heure, ok, d'accord. Oui, pour eux, mais voilà, tu laisses pas forcément partir un gars comme ça.
Bon, Il pourra quand même écoute, regretter, voilà, on va. excuse-moi, il pourra quand même regretter d'avoir attaqué la descente avec Valentin Paré-Peintre et Lenny Martinez. Il s'est rapidement retrouvé tout seul sans trop forcer. Et là, dans la vallée, c'était. Ouais, c'est pas les gars les plus puissants pour des Non, descentes c'est roulantes, ça c'est sûr. sûr. Ouais. Bon voilà, les Red Bull Bora, moi en tout cas, ça fait partie de mes flops, plus dans le sens tactique que sur les tentatives. Oui, ils ont voulu être offensifs, c'est très bien, c'est ce qu'on demande aussi aux équipes. Donc je suis dur, je le sais, je suis dur sur eux, mais voilà, ce qui compte aussi, c'est le résultat final. Il y a le panache, il y a le résultat, et le résultat, c'est que Red Bull Bora, ok, ils vont faire troisième avec Lipovic, que Oscar Onley a lâché, mais pendant très longtemps, j'ai trouvé Oscar Onley très bon, et Lipovic, c'était quand même pas loin de perdre son podium. Il y avait une vingtaine de secondes au départ de l'étape, que Roglic a complètement dévissé, et au final, ils pouvaient faire 3-4, ils font 3-8, et ils ont failli faire 4-8, ici ils faisaient 4-8, c'était le flop intersidéral sur ces Alpes, donc voilà, tant mieux pour eux. Les autres flops, toi, quel autre flop tu as? Bah, je pense que c'est le flop de beaucoup. Hein. C'est la Visma qui avait soit design tactique, un plan secret. Bah, écoute, on n'a quand même pas vu grand-chose. Vous en avez bien parlé hier. Mais le plan. El famoso Ouais, plan. voilà, le plan après la Madeleine, moi, j'ai pas compris là, dans la vallée. Si Jorgensen était cramé, pourquoi tu l'as pas fait rouler jusqu'au pied voilà, jusqu'au pied de la Loze? Là aujourd'hui, pareil, moi j'attendais l'attaque de Vingegaard, c'est la dernière arrivée au sommet, il a toujours pas gagné, il lève pas les bras tous les 4 matins, une victoire sur le Tour c'est quand même prestigieux, essayer d'aller taper Pogačar au sprint ou dans les derniers mètres, ben rien de tout ça, il attaque à 300 mètres, il finit, je vais pas dire en roue libre, mais bon presque derrière Rensman, j'ai vraiment du mal à comprendre quoi, j'ai du mal à comprendre. Alors le plan dans la Madeleine est bien pensé. Le problème, c'est qu'il faut aller au bout. Je sais que certains diront oui, bah, il a pas essayé, il a vu qu'il n'arrivait pas à lâcher Pogačar, alors il a laissé tomber. Mais qui pense que Pogačar va être lâché sur un col pendant 5 ou 10 kilomètres voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre. Je suis très déçu de cette troisième semaine de la Visma, qui semblait quand même avoir une équipe assez forte. Hein. On a vu un Sam Yates qui quand même qui revenait bien en forme, et le Campenart qui accompagnait les poules quand même assez loin. Voilà, il avait une équipe autour de lui. Ouais, je suis un peu déçu. Est-ce qu'aujourd'hui, une étape de 90 bornes, t'essayes pas d'y mettre le feu dès le début? Qu'est-ce que tu as à perdre? Il dit que la deuxième place, ça l'intéresse pas beaucoup. Il a 7 minutes d'avance ou 8 minutes d'avance sur le podium. Est-ce que tu tentes pas de partir dès les premiers coups pour essayer de mettre un peu le feu? Je sais pas. Ou au pied de la montée de la Plagne. Au final, il a attendu les 300 mètres, il finit deuxième. Ben écoute, si ça convient à la Visma, tant mieux, mais je pense que c'est pas satisfaisant. Oui, bon, je suis d'accord avec toi. Et pour aller un peu au-delà, c'est vrai que ils avaient un plan, alors leur fameux plan avec une pression de tous les instants pendant la première semaine sur Pogačar. Pour finalement prendre une minute dans le contre-la-montre, voilà, il a un peu remis tout le monde à sa place. Je trouve qu'ils ont une grande gueule, les Visma, mais qu'au final, ils savent pas trop sortir de leur schéma. Ouais. Oui, c'est bien, parfois ils se montrent offensifs. J'en ai parlé dans le podcast hier, je me souviens notamment des plans de Vingegaard, on se souvient au Takam avec Van Aert il y a quelques années, le plan Galibier-Granon avec aussi Vingegaard et Roglic et les attaques incessantes pour faire craquer Tadej Pogačar. Ils savent se montrer offensifs. Le problème c'est que quand tu as un gars qui est trop fort et qui s'appelle Tadej Pogačar, c'est compliqué en fait. Enfin, voilà, ils sont tombés sur le plus fort. En fait, tu peux avoir n'importe quel plan, tu tombes sur le plus fort. Et hier, je suis d'accord avec toi, dans la vallée, il faut faire rouler Jorgensen pour se présenter au pied de la Lose avec Pogačar face à Bien sûr. Vingegaard. Et ne pas avoir le retour des équipiers derrière qui étaient dans le groupe. Pour aller un peu au-delà, moi je trouve que c'est le collectif Visma qui n'a pas été au niveau. La Visma va devoir se réinventer et peut-être renouveler son effectif. Ils ont recruté Simon Yates l'hiver dernier. Un Sepp Kuss depuis le Tour de France et son année 2023 extraordinaire où il avait accompagné Roglic sur le Giro, Vingegaard sur le Tour et gagné la Vuelta. Mais il est invisible. Ouais, C'est un il fantôme, allait un Sepp peu mieux là Kuss. sur la fin, sur cette troisième semaine. Oui. Oui, parce que c'est un coureur de grand tour et que voilà, il se montrera toujours aussi frais. Il est 14e du général. Voilà, moi je trouve que même au-delà de ça, les collectifs autour de Pogačar et Vingegaard n'ont pas été si forts que ça, n'ont pas été si haut niveau que ça.
Bon, il y a Polite avec son dentier qui fait bon voilà bon. Surtout chez UAE, en fait. J'en parlerai pas. Pardon, surtout chez Mais j'en parlerai pas plus que ça de Nils Polite parce que voilà, on en a déjà beaucoup dit. Et Thomas Vauclair en a déjà dit. Romain Bardet, pardon, en a pas mal dit aussi. Et Thomas Vauclair aussi un petit peu. Après, tu vois les autres. Adam Yates, j'ai pas vu si fringant que ça, lui qui a déjà fait 3e du Tour de France. Pavel Sivakov non plus. Les grimpeurs ont été décevants. Et puis c'est Jonathan Narvaez. Bon, voilà, lui, le bonus UAE, Jonathan Narvaez, qui s'entraîne tout au long de l'année avec Tadej Pogacar dans l'arrière-pays niçois. Les deux sont très copains et ils bénéficient de l'entraînement aussi avec Tadej Pogacar. Il fait 13e du général. C'est le premier du général à plus d'1 heure. Mais voir Narvaez 13e du général, voilà. Tu vois, il est devant un Adam Yates au classement général. Tu vois, rien que pour ça. Faut pas oublier non plus que Joao Almeida a abandonné pendant ce Tour de France et que ça a peut-être pas mal chamboulé les plans des UAE pour se montrer plus offensifs. La Vispa de leur côté, eux, le collectif, c'est Campenars qui à limite était le meilleur grimpeur. Donc ça m'interroge quoi. Oui, bien sûr. C'est sûr que on n'avait pas un Wout van Aert du niveau de 2022. Tish Benoît, qui a donné quelques coups de pédale, qui a un petit peu aidé. Ouais, t'as eu du Campenars, t'as eu des coureurs comme ça, mais c'est sûr que après de toute façon, si t'as pas un leader exceptionnel derrière, je pense que Vingegaard, en tout cas sur les 2 étapes où il a perdu beaucoup de temps, où t'as fermé le chrono, a pas été exceptionnel. Automatiquement, tu peux avoir la meilleure équipe du monde. C'est compliqué. Jorgenson, quand même. Jorgenson, c'est une énorme déception parce que. Le flop Jorgenson. Le flop Jorgenson. Alors, qui a été apparemment quand même handicapé par un virus. Il s'est chopé un virus pendant ce tour. Il termine 20e, il est 20e au général. Ouais, Matteo Jorgenson, c'est un flop. Il remporte Paris-Nice. C'est censé être le gars qui était limite à jouer le podium avec Almeida pour la 3e place et il se retrouve 20e. Il pèse pas sur la course. Totalement. Et ça, pour la Visma, plus pour la Visma que Almeida avec UAE, je pense que ça a été un gros coup dur de voir que Jorgenson n'était pas dans le coup parce que pour le coup, c'est le vrai lieutenant de Jonas, quoi. Est-ce que tu as un autre flop? Pour terminer, je pense qu'on a quand même effleuré pas mal de sujets. Un petit peu déçu de ces écarts au général, quand même, à l'approche des Alpes. Voilà, les Alpes qui ont absolument rien changé au général, si ce n'est la remontée de Félix Gall ou le top 10 de Ben O'Connor. Mais un petit peu déçu quand même. Le suspense était quand même rapidement éteint dans ce Tour de France, même pas pour la première, pour le top 10, on a eu une petite bataille pour le podium et Lipovic, moi je le voyais pas non plus perdre sa 3e place. Donc un petit peu déçu de ce spectacle pour le général, des dernières montées aussi, des 2 dernières montées de la Loze et de la Plagne aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu quand même un tour assez animé, notamment sur le début d'étape. Et des fins d'étape un petit peu décevantes parfois, et c'est vrai que les Alpes n'ont pas échappé à ça, quoi. Après, j'ai vu, on voit des messages sur les réseaux sociaux, Thierry Gouvedoux, c'est flop intersidéral, ces Alpes c'est pourri. Non, pas tant. Bon, encore une fois, on l'a pas. Bon, il y en a qui sont, qui sont tribunal médiatique et qui sont durs, mais faut quand même pas oublier que ça n'a pas débranché pendant 3 semaines, que depuis la première étape, ça roule à balle. C'est sans doute l'un des Tours de France les plus rapides de l'histoire. Et tu arrives dans les Alpes avec des étapes qui sont dantesques, et encore celle d'aujourd'hui a été raccourcie. Tu as 3500 mètres de dénivelé, hier tu en avais 5500. Les gars, ils sont cramés, quoi. En fait, ils sont totalement cramés quand ils arrivent dans les Alpes. La première semaine, ça n'a pas débranché du tout. Il n'y a pas eu une étape où ça a débranché. Ça a été classique sur classique. La troisième avant les chutes. Ouais, la 3e, parce que vent de face. Voilà, avant les chutes. C'est vrai que c'est un peu animé. Ouais, il n'y a eu que la 3e où ça a été mécontent par le vent de face. Mais sinon, ça a été à bloc en permanence. Et la 2e semaine dans les Pyrénées, ça a été à bloc aussi. Donc, tu arrives en 3e semaine, tu as des étapes qui sont dantesques en termes de difficulté. Est-ce que c'était trop dur? Faut quand même avoir des étapes comme ça qui arrivent à un moment donné dans le Tour de France parce que c'est le Tour de France. Mais voilà, après, ils ont fait avec les jambes qui restaient, je pense, dans ce tour, quoi. Ouais, on le rappelle, seulement 4 sprints sur 5 sprints avec celui de Jasper Philipsen sur ce Tour de France. Donc, c'est peu par rapport au tour qu'on connaissait il y a de ça quelques années avec 7 ou 8 étapes de plaine pas très intéressantes. Effectivement, les parcours, ils sont quand même corsés, ils sont quand même, ça roule vite. Comme tu dis, tu as des équipes qui contrôlent type UAE ou Visma quand ils savent un peu ce qu'ils font. Donc, ça roule de plus en plus vite, c'est de plus en plus compliqué de gagner une étape sur ce tour. Beaucoup d'équipes n'ont pas gagné, 14 je crois. Donc, non, clairement, c'est être déjà là où ils sont, être un peu placé et jouer la gagne sur le Tour de France, c'est déjà preuve qu'on est très, très en forme.
Exactement. Bon, voilà, on a débriefé, on a ouvert notre carnet de notes des Un Alpes. petit mot peut-être, Guillaume, un petit mot sur les deux dernières équipes françaises dont on n'a pas parlé, Cofidis et LDJ. Ah, Groupama FDJ. Bon, Cofidis, moi, je vais en parler dans le bilan du Tour de France parce que ça sert à rien de taper dessus pendant les Alpes. Groupama FDJ, Guillaume Martin, ouais, compliqué. Je te laisse développer. Non, bah, je pense que Guillaume Martin avait pas les jambes. Alors, je sais pas s'il est un petit peu malade ou quoi, mais il a été absolument transparent, quoi. Je crois qu'il perd encore beaucoup aujourd'hui. Voilà, il a toujours joué le général, mais il est derrière des mecs qui le jouaient pas. Et puis quand tu arrives au pied de la plagne aujourd'hui, dans le groupe de 25-30 dans le peloton, pas un Cofidis, pas un FDJ. Donc c'est quand même très décevant. Et quand on compare un petit peu à Arkea, à Total ou à Decat, qui a un petit peu plus d'arguments, c'est vrai que ça fait le bilan de FDJ et surtout celui de Cofidis fait un petit peu tâche. Mais on aura l'occasion effectivement d'y revenir dans le bilan plus global du Tour de France. Ouais, moi je me le garde pour le bilan global du Tour de France pour les deux équipes françaises, Cofidis et Groupama FDJ. Allez, on va passer au classement rapidement. Les classements quand même, parce que vous connaissez, je pense, le classement en écoutant ce podcast. À la sortie des Alpes, donc Pogacar qui compte 4 minutes 24 d'avance sur Jonas Vingegaard, 11 minutes 09 sur Lipovic, à 12 minutes 12 Oscar Handley, 4e, Félix Gall 5e à 17 minutes 12, à plus de 20 minutes on a Tobias Alland Johannessen 6e, Kevin Vauquelin à un peu plus de 2 minutes derrière, 7e, à 25 minutes on a Roglic 8e, il y a 2,55 entre Vauquelin et Roglic, Ben Illy à 28 minutes, 9e, Ben O'Connor 10e à 34 minutes 34. Il compte un peu plus de 4 minutes d'avance sur Jordan Jegat, 11e, le dernier à moins d'une heure, c'est Thymen Arensman, 12e, Narvaez, et donc 13e les Français. Au classement général, Guillaume Martin, 17e, Valentin Madouas, 22, Warren Barguil, 23, Aurélien Paré-Pinte, 28, Clément Berthet, 30e. J'ai pas parlé de l'étape, juste l'étape quand même. Rappelez la victoire de Thymen Arensman, 2 secondes d'avance sur Vingegaard et Pogacar. Lipovic, 4e, Oscar Handley, 5e à 6 secondes et 47 secondes. Top 10 complété par Félix Gall, Tobias Alland Johannessen, Ben Illy, Valentin Paré-Pinte, 9e, Simon Yates, 10e, les Français, Lenny Martinez, 11, Aurélien Paré-Pinte, 13, Jegat, 14, Kevin Vauquelin, 17e devant Clément Berthet et Wayne Kostiou, 26e. Aussi, Ouais, le Français de l'Arkea. Juste un mot sur le général, Guillaume. À mon avis, je pense que même dans le top 20, là, les places sont figées. À mon avis, on connaît tout le monde. Oui, j'essaie de regarder les écarts, si ça joue peut-être à quelques secondes par-ci, par-là, entre le 13e et 14e Narvaez. Une minute il y a moins entre d'une minute. et Only. Bon, je pense que c'est terminé. C'est pas l'étape de Montmartre qui va échanger quelque chose, même tu vois entre Narvaez et Kuss. Je pense que les places sont plus ou moins figées. Le classement du maillot vert, avec donc aujourd'hui, Tadej Pogacar qui a pris 15 points à l'arrivée à La Plagne, Jonathan Milan qui a pris 20 points au sprint intermédiaire en début d'étape, et donc Milan compte en tout et pour tout 80 points d'avance pour Milan sur Pogacar. Maillot vert quasi assuré, il peut l'avoir assuré dès demain soir avec l'arrivée à Pontarlier. Milan devant Pogacar, Biniam Girmay 213 points, Milan 352, Pogacar 272, Girmay 213, Vingegaard 4e, Anthony Turgis 5e de ce classement par points. La montagne, Pogacar maillot à pois avec 13 points d'avance sur Vingegaard, 20 points d'avance sur Lenny Martinez, Thymen Arensman 4e, Ben O'Connor 5e, Thymen Arensman qui lui compte 12 points de retard sur Lenny Martinez, Ben O'Connor, avec Valentin Paré-Pinte, son 5 et 6 à 51 points. Juste, sans l'épisode du bidon collé, si Thymen Arensman était passé en tête du col du Glandon hier, ça aurait pu peut-être changer pas mal de choses dans la bataille du maillot à pois dès aujourd'hui. Donc voilà, c'est un épisode qui peut avoir peut-être plus de conséquences qu'on ne le pense. Classement du maillot blanc, Lipovic, 1 minute 03 d'avance sur Oscar Handley, 11 minutes 26 sur Vauquelin, 16 minutes 53 sur Ben Illy, plus de 2 heures sur Raoul Garcia Pierna qui double Ilan Van Wilder dans ce classement du meilleur jeune, la meilleure équipe. Visma qui accentue son avance, 24 minutes sur les UAE, 1h18 sur les Red Bull, 2h08 et 11 secondes sur la Arkea BNB Hotel, 2h08 et 15 secondes sur la Decathlon AG2R. Attention, le suspense. Ouais, peut-être un petit mot sur ces classements annexes. On aurait pu mettre aussi Joe Milan dans les tops des Alpes parce que on était un petit peu inquiet pour lui quand la route s'élevait. Alors certes, les deux sprints intermédiaires étaient quand même bien placés et favorables à une physionomie de course pour Lidl, mais il a réussi à faire le plein dans ses sprints inter, à
pratiquement assuré son maillot vert, a rentré dans les délais, même s'il a été un petit peu aidé aujourd'hui, vu qu'ils étaient même rehaussés aujourd'hui. Donc, ouais, c'est un bravo à Joe Milan qui a parfaitement, sur le peu de sprint qu'il avait, parfaitement réussi son entreprise. Complètement, Jonathan Milan, qui est donc pratiquement assuré du maillot vert. Demain, la 20e étape de ce Tour de France. Avec, on peut le dire, on va peut-être pas trop s'avancer, mais une étape pour baroudeur entre Nantua et Pontarlier, la dernière étape avant Montmartre et les Champs-Élysées. Bon, il y a un peu de dénivelé avec une côte de deuxième, une côte de troisième et deux côtes de quatrième catégorie. 184 bornes, dernière occasion pour les baroudeurs, Loan. Ouais, à moins que les Visma ait un plan, je sais pas. Une bordure vers Pontarlier, on sait jamais. On sait jamais, hein. Ouais, bah, évidemment, vu la topographie de l'étape, avec le col de la Croix de la Serra, dès les premiers kilomètres de course, à moins que UAE ne décide de contrôler, je ne sais pourquoi. Je pense que tu auras quand même une grosse échappée de baroudeurs avec toutes les équipes qui n'ont pas gagné, qui veulent gagner sur ce tour, avec une arrivée accessible à Pontarlier, mais comme tu dis, c'est quand même très escarpé avant. Il y a quand même du dénivelé, il n'y a pas beaucoup de kilomètres de plat. Donc après, ce sera compliqué de sortir un favori quand même parmi la liste de vainqueurs potentiels, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un homme fort, en forme aussi, qui aura bien passé la montagne. Je sais pas, est-ce que tu as une idée de baroudeur, toi, qui pourrait s'imposer Chez les avant Français, ça? on pourrait mettre du Alaphilippe ou du Anthony Turgis, par Je pense exemple. qu'ils seront devant. Je pense qu'ils vont essayer de prendre l'échappée. Alaphilippe est en forme. Anthony Ivan Turgis, Roméo chez les Movistar, que je sors à chaque fois, mais qui se montre offensif aussi. Voilà, ça va être parmi ces noms-là, je pense. une victoire française, ça serait beau. Je pense quand même qu'il faut avoir une petite pointe de vitesse à Pontarlier, parce que, à mon avis, ça va être compliqué quand même d'arriver seul. Mais pourquoi Quinn pas. Simmons. Quinn Simmons, écoute, s'il n'est pas attitré avec Joe Milan, pourquoi pas, effectivement, il est en forme, l'Américain, donc c'est Il est intriguant très pour fort lui. et il pourrait vraiment avoir son ticket, son bon de sortie vers Pontarlier. Bon, ton favori, allez, donne-moi-en un. Compliqué, mais tu m'as tenté avec Alaphilippe, allez, on a envie de rêver un petit peu. Allez, on y va. Juste pour terminer, demain, le début du Tour de France Femmes avec Zwift, la première étape entre Vannes et Plumelec, 79 km vers donc Plumelec, avec la côte de Cadoudal qui sera l'un des juges de paix de cette étape-là, avec une arrivée pour Puncheuse Plus. Attention à Plumelec, ce devrait être pour Lorena Vébès. Pour ma part, ce sera ma carte, même si ça arrive en côte, peut-être emmené par Lotto Kopecky, on va voir avec les SD Works, mais on sait aussi que la FDJ Suez est prête à prendre le maillot jaune dès la première étape et à assumer jusqu'à l'arrivée à Châtel Porte du Soleil le dimanche 3 août en fin de semaine prochaine. Vous pouvez d'ailleurs écouter les ambitions de Stéphane Delcourt, le manager de la FDJ Suez, que j'ai eu l'occasion de recevoir dans Vélo Podcast il y a quelques jours avant ce départ de Vannes, et qui nous a accordé un entretien d'1 heure que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de Vélo Podcast ainsi que toutes les bonnes plateformes Apple Podcast, Deezer, Spotify. Un grand merci Lohan d'avoir été avec moi. Merci à toi Guillaume, et puis bonne fin de tour. Hein. Mais merci bien, ouais, bonne fin de tour à toi aussi. On va débriefer ce Tour de France dimanche. Demain en tout cas, il y aura un podcast en deux parties avec la partie homme et la partie femme. Vous retrouverez ça dans Vélo Podcast. Ciao Lohan, et à très bientôt. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Et ciao à tous.